Bonsoir, et bienvenue au journal télévisé du soir de la 3e chaîne de télévision française. Je suis Albert Rochefort et aujourd'hui nous sommes le 19 mai, lundi. Bonjour. Le titre de l'article de CNN intitulé « La nouvelle règle anti-fraude de la sécurité sociale obligera davantage de personnes à se rendre dans les bureaux des agences » évoque les récents changements de politique de l'administration de la sécurité sociale SSA, visant à lutter contre la fraude. À compter du 31 mars 2025, les personnes demandant des prestations et ne pouvant pas vérifier leur identité en ligne devront remplir leur demande en personne dans un bureau local. De plus, à compter du 29 mars, les bénéficiaires ne pourront plus modifier leurs coordonnées bancaires par téléphone. Ces mesures devraient entraîner une augmentation de la fréquentation des bureaux de la SSA d'environ 75 000 à 85 000 personnes par semaine, ce qui pourrait allonger les délais d'attente et retarder le traitement des demandes. Les critiques affirment que ces changements pourraient avoir un impact disproportionné sur les populations vulnérables, telles que les personnes âgées et les personnes handicapées, qui pourraient rencontrer des difficultés avec les services en ligne ou pour se rendre dans les bureaux. Ces nouvelles politiques s'inscrivent dans le cadre d'une action plus large du département de l'efficacité gouvernementale, dirigé par Elon Musk, visant à lutter contre les fraudes présumées au sein de l'agence. Le 16 mai 2025, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a prononcé un discours lors de la réunion de la Communauté politique européenne, CPE, à Tirana, en Albanie. Depuis le début, la plupart des membres de la CPE ont soutenu des sanctions sévères contre la Russie. Ces sanctions sont dévastatrices. Les revenus pétroliers et gaziers de la Russie ont chuté de près de 80% par rapport à avant la guerre. Le déficit russe explose. Les taux d'intérêt sont prohibitifs. L'inflation est en hausse, dépassant largement les 10%. Et nous sommes prêts à redoubler d'efforts pour amener le président Poutine à la table des négociations. Nombre d'intervenants l'ont souligné, cette guerre doit cesser. You can have the role of the director of the kindergarten now. Thank you very much, my dear friend. Cher ami Eddie, merci beaucoup de nous avoir réunis ici. Les changements que nous traversons sont incontestablement historiques. Lors de la chute du mur en 1989, la fin de l'histoire a été proclamée, et nous pensions que les libertés économiques et politiques finiraient par converger et que cela unirait les peuples. Aujourd'hui, l'histoire est de retour, et la géopolitique aussi. Ce que nous percevions comme un ordre mondial est en train de devenir un désordre mondial, alimenté notamment par les ambitions impérialistes de Poutine et d'autres luttes géopolitiques. Ces dernières années, la nécessité d'un réveil pour l'Europe a souvent été exprimée. Aujourd'hui, l'Europe est réveillée, bien réveillée. Et nous savons que nous devons aller de l'avant. Nous devons combler le déficit d'innovation, renforcer notre compétitivité, renforcer notre résilience et élargir et approfondir le réseau de partenariats à travers le monde. Nous avons tous appris qu'en cas de crise majeure, l'Europe apporte certainement certaines des réponses les plus importantes. Ces dernières années, la pandémie, la crise climatique, la crise énergétique, la guerre de la Russie contre l'Ukraine, ont été autant de crises graves qui nous ont véritablement mis à rude épreuve, mais l'Europe est ressortie grandie et renforcée de chaque crise. Face à ces tournants historiques, l'Europe s'est resserrée et est restée unie dans son soutien indéfectible à l'Ukraine. Car n'oublions pas, c'est aussi la raison pour laquelle la communauté politique européenne a été créée. Pour se rallier à l'Ukraine face à l'agression russe et préserver la paix sur le continent, alors que la Russie a quitté l'Europe. Le simple fait que nous soyons réunis ici aujourd'hui, avec vous, Volodymyr, témoigne de notre unité à toute épreuve. Depuis 3 longues années, nous démontrons notre unité, notre détermination et une coopération toujours plus étroite pour défendre la souveraineté de l'Ukraine, trouver la voie d'un accord de paix et de solides garanties de sécurité pour le pays. Et tout au long du processus, la plupart des membres de la CPE ont soutenu des sanctions sévères contre la Russie. Ces sanctions sont cruelles. Les revenus pétroliers et gaziers de la Russie ont chuté de près de 80% par rapport à avant la guerre. Le déficit russe explose, les taux d'intérêt sont prohibitifs, l'inflation est en hausse, dépassant largement les 10%. Et nous sommes prêts à redoubler d'efforts pour amener le président Poutine à la table des négociations. Nombre d'intervenants l'ont mentionné, cette guerre doit cesser. Volodymyr a décrit, avec d'autres, les montagnes russes de ces derniers jours. Soyons clairs, nous voulons la paix. C'est pourquoi nous travaillons à un nouveau train de sanctions.
Les principaux éléments de ce paquet seront, par exemple, des sanctions sur Nord Stream 1 et Nord Stream 2, de nouvelles inscriptions sur la liste des navires de la flotte fantôme, un abaissement du plafond du prix du pétrole, et de nouvelles sanctions contre le secteur financier russe. Car nous voulons la paix, et il est temps de nous y engager sérieusement. Mais nous sommes également réunis ici à Tirana pour construire notre avenir commun, et ce fut un plaisir d'écouter les différents intervenants. Notre avenir d'une Europe en tant qu'espace de prospérité partagée. Si nous réussissons à bâtir cette prospérité, et je n'en doute pas, ce sera le ciment de la stabilité et de la paix sur notre continent. Pour y parvenir, la connectivité doit figurer parmi nos priorités. Nous créons déjà de telles opportunités grâce à notre facilité pour l'Ukraine et à notre plan de croissance pour les Balkans occidentaux et la Moldavie. Nous nous pencherons bientôt sur la mer Noire avec une stratégie européenne dédiée et un programme de connectivité reliant l'Europe à l'Asie centrale par l'intermédiaire de nos partenaires du Caucase du Sud. C'est une vision formidable sur laquelle travailler, investir dans les infrastructures de transport transfrontalières, améliorer les flux commerciaux et créer des liens numériques reliant les citoyens de la communauté politique européenne. Notre réseau de partenariats s'est développé à la vitesse de la lumière au cours des 3 dernières années. C'est ce qui fait de la CPE bien plus qu'une idée ou un forum. Elle est l'expression de notre capacité à relever et à maîtriser ensemble les défis qui se présentent à nous, Européens. Et c'est avec confiance, espoir et détermination que je peux dire « Vive l'Europe ». If we are successful in building this prosperity, and I have no doubt we will, that is the glue for stability and peace on our continent. This is stronger than any aggression, shared prosperity. To do this, connectivity must be high on our agenda. We are already creating such opportunities through our Ukraine facility and our growth plans for the Western Balkans and Moldova. And soon we will look at the Black Sea with a dedicated EU strategy for the Black Sea and a connectivity agenda linking Europe with Central Asia through our partners of the South Caucasus. This is an amazing vision to work on, to invest in cross-border transport infrastructure, the flow of trade, create digital links connecting people around the European political community. Our web of partnerships have been developing at light speed during the last 3 years. And this is what is making the EPC more than an idea or a forum. It is the expression of our ability to address and to master together the challenges that occur as Europeans. And it is with confidence and with hope and with determination that I can say at the very end, long live Europe. Thank you so much. Aujourd'hui, Alain Bazalgette, lors de la conférence de presse de l'OTAN, prononcera un discours d'un des représentants sur le thème « Les facteurs communs de l'industrie égalisent la participation des États-Unis et de la France ». Dans le contexte économique mondial, la participation des différentes nations à un secteur industriel donné est souvent influencée par un ensemble de facteurs communs qui façonnent leur développement, leur compétitivité et leur intégration dans les marchés globaux. Parmi ces facteurs, on trouve des éléments tels que l'innovation technologique, la réglementation, l'accès aux ressources, la main-d'œuvre qualifiée et la dynamique du marché. Lorsqu'on examine la participation des États-Unis et de la France dans un secteur industriel spécifique, il est intéressant de constater que ces facteurs communs jouent un rôle essentiel dans l'égalisation ou la différenciation de leur implication. Les États-Unis, en tant que première puissance économique mondiale, ont historiquement bénéficié d'un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Leur système éducatif et leur forte culture de recherche et développement favorisent la création de nouvelles technologies et de procédés industriels avancés. De plus, la présence de grandes entreprises multinationales, souvent en tête de l'innovation,
contribuent à une dynamique industrielle robuste. La réglementation dans leur contexte est souvent orientée vers la protection de la propriété intellectuelle et la stimulation de l'innovation, ce qui attire les investissements dans la recherche et le développement. La disponibilité de ressources financières importantes, notamment à travers un marché financier sophistiqué, facilite le financement de projets industriels ambitieux. La France, quant à elle, possède une tradition industrielle riche, une forte expertise dans certains secteurs comme l'aéronautique, le luxe et l'énergie. Son système éducatif et ses centres de recherche publics et privés jouent un rôle clé dans la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. La France bénéficie également de politiques industrielles soutenues par l'État, visant à encourager l'innovation, la transition écologique et la compétitivité. La réglementation européenne, à laquelle la France est intégrée, offre un cadre harmonisé qui facilite l'accès au marché européen pour les entreprises françaises, tout en imposant des normes strictes en matière de qualité, de sécurité et d'environnement. La présence de clusters industriels, de pôles de compétitivité et d'incubateurs facilite la collaboration entre chercheurs, entreprises et institutions publiques. Ces facteurs communs innovation, réglementation, accès aux ressources, main-d'œuvre qualifiée et infrastructures contribuent à une certaine équivalence dans la participation des États-Unis et de la France dans certains secteurs industriels. Par exemple, dans l'industrie aéronautique, les deux pays ont développé des compétences de pointe et des réseaux de collaboration entre les entreprises et les universités, leur permettant de rivaliser sur la scène mondiale. La capacité à innover et à respecter des normes rigoureuses leur permet d'accéder à des marchés internationaux et de maintenir une présence significative. De plus, dans le secteur de la haute technologie et de la pharmacie, ces facteurs communs facilitent la croissance et la compétitivité. La France, avec ses institutions telles que l'INRIA ou l'INSERM, et les États-Unis, avec la National Institute of Health ou la DARPA, investissent massivement dans la recherche fondamentale et appliquée. La propriété intellectuelle, la réglementation sur la sécurité et la qualité, ainsi que la disponibilité de financement pour la recherche, jouent un rôle clé dans la stimulation de l'innovation dans ces deux pays. Cependant, malgré ces facteurs communs, des différences subsistent, notamment en termes de stratégie industrielle, de taille des marchés et de soutien institutionnel. Les États-Unis disposent d'un marché intérieur beaucoup plus vaste, ce qui leur permet de tester et de déployer plus rapidement de nouvelles technologies à grande échelle. La culture entrepreneuriale, la facilité d'accès au capital risque et la flexibilité réglementaire favorisent également une dynamique plus innovante et risquée. La France, en revanche, privilégie souvent une approche plus prudente, avec une forte intervention de l'État pour soutenir des secteurs stratégiques, ce qui peut ralentir la rapidité d'innovation mais assurer une stabilité à long terme. En résumé, les facteurs communs de l'industrie jouent un rôle crucial dans l'égalisation de la participation des États-Unis et de la France dans plusieurs secteurs industriels. Leur capacité à innover, leur cadre réglementaire, leur accès aux ressources, leur main-d'œuvre qualifiée et leur infrastructure contribuent à renforcer leur compétitivité et leur présence sur le marché mondial. Si ces éléments favorisent une certaine convergence dans leur implication industrielle, les différences culturelles, économiques et politiques continuent néanmoins d'influencer leur stratégie et leur dynamisme dans ces secteurs. La compréhension de ces facteurs communs et leur impact permet d'apprécier les dynamiques de coopération, de compétition et d'évolution dans l'industrie mondiale, illustrant ainsi comment deux nations aux profils économiques contrastés peuvent partager des bases solides pour participer activement à l'économie industrielle globale. L'article de CNN intitulé « Rubio dévoile la première étape d'une refonte majeure du département d'État » revient sur l'annonce par le secrétaire d'État Marco Rubio de changements importants au sein du département d'État américain. Ce plan prévoit la suppression de 132 bureaux nationaux, la suppression d'environ 700 postes à Washington, D.C., et la fermeture de bureaux spécialisés dans les crimes de guerre et les conflits internationaux. M. Rubio affirme que ces réformes sont nécessaires pour réduire la bureaucratie et améliorer l'efficacité du département. Cette réorganisation s'inscrit dans un effort plus large visant à rationaliser les opérations et à aligner le département sur les priorités de l'administration. Bien que ces changements visent à améliorer l'efficacité, ils suscitent des inquiétudes quant à leurs impacts potentiels sur la sécurité et le leadership américain, certains législateurs appelant à une réflexion approfondie et à une consultation avec le Congrès. Aujourd'hui, Félix Hermenau et Chantal Hermenau prononceront un discours lors de la conférence de presse nationale au sein des représentants sur le thème « Les intérêts politiques honorent les bons témoins au Canada et aux États-Unis » et il sera raconté par le reportage en vidéo.
Dans les régions éloignées du Canada, les communautés autochtones jouent un rôle avec Félix Hermeneau et Chantal Hermeneau essentiel dans la reconnaissance des injustices historiques. Récemment, plusieurs commissions d'enquête ont donné la parole aux témoins autochtones, témoignant des abus et des violations de leurs droits. Ces témoignages, souvent difficiles à entendre, sont cruciaux pour la réconciliation nationale. Le gouvernement canadien, conscient de l'importance de leur voix, met en place des mécanismes pour garantir leur sécurité et leur dignité. Ces témoignages alimentent aussi un débat public sur la justice et la réparation, renforçant la légitimité des processus de réconciliation. La confiance dans ces institutions dépend largement de leur capacité à respecter et valoriser ces voix, qui représentent la mémoire vivante des injustices passées. Ce reportage met en lumière la force et la vulnérabilité des témoins autochtones, dont les récits façonnent l'avenir de la cohésion nationale. Dans le contexte des relations internationales et des enjeux de souveraineté, la reconnaissance et la valorisation des témoins légitimes jouent un rôle crucial pour assurer la stabilité, la légitimité et la crédibilité des États concernés. Au fil du temps, le Canada et les États-Unis ont chacun développé des approches distinctes mais parfois convergentes pour honorer ces témoins, qui peuvent être des acteurs nationaux ou internationaux, des représentants communautaires, des experts ou des témoins de l'histoire. Ces intérêts politiques sont souvent motivés par la nécessité de préserver l'intégrité des processus démocratiques, de renforcer la légitimité des institutions, ou encore de promouvoir des relations diplomatiques basées sur la reconnaissance mutuelle. Au Canada, le respect des témoins légitimes s'inscrit dans une tradition qui valorise la participation citoyenne, la consultation des communautés autochtones et la reconnaissance des voix diverses dans le cadre des processus décisionnels. La politique canadienne tend à favoriser l'écoute et la prise en compte des témoignages issus des groupes autochtones, des minorités ethniques et des autres acteurs concernés par des enjeux sociétaux majeurs. Cette approche reflète une volonté politique de construire une société inclusive et de respecter les droits constitutionnels et légaux de toutes les parties impliquées. Dans le domaine diplomatique, le Canada s'efforce de respecter la légitimité des témoins internationaux, qu'il s'agisse d'organisations humanitaires ou d'observateurs électoraux, en reconnaissant leur rôle essentiel dans la consolidation de la paix et de la démocratie. Les États-Unis, pour leur part, ont une tradition plus marquée par la primauté de l'individu et la valorisation des témoins dans les processus judiciaires ou politiques. La reconnaissance des témoins légitimes dans le système judiciaire américain est fondamentale pour garantir la légitimité des procès, notamment dans des affaires sensibles touchant à la sécurité nationale, aux droits civiques ou aux enjeux internationaux. Sur le plan international, les États-Unis ont souvent mis en avant la nécessité de respecter la voix des témoins dans les conflits et les négociations diplomatiques, en insistant sur leur rôle dans la prévention des abus et dans la promotion de la justice. La politique américaine tend également à privilégier la protection des témoins vulnérables, notamment dans le cadre des programmes de protection des témoins pour assurer la sécurité de ceux qui apportent des révélations cruciales. Cette attention portée aux témoins légitimes est également influencée par des considérations géopolitiques. Le Canada, en tant que pays souvent perçu comme un médiateur et un acteur modéré sur la scène internationale, cherche à renforcer sa crédibilité en respectant scrupuleusement la légitimité des témoins dans ses engagements internationaux. Il s'attache à promouvoir une image de pays respectueux des droits humains et de la justice, ce qui implique de donner une place centrale aux témoignages authentiques et légitimes dans ses relations diplomatiques. Les États-Unis, quant à eux, dans leur quête de leadership mondial, utilisent souvent la reconnaissance des témoins comme un levier pour renforcer leur position dans des négociations, faire avancer leurs intérêts stratégiques, ou encore justifier leurs actions à l'échelle internationale. Il convient également de mentionner que dans le contexte des enjeux internes, notamment ceux liés à la justice et à la réconciliation, la valorisation des témoins légitimes est un enjeu politique majeur pour les deux pays. Au Canada, la reconnaissance des témoins autochtones dans le cadre de commissions d'enquête ou de processus de réconciliation constitue un symbole fort de leur volonté de réparer les injustices historiques et de construire une relation basée sur la reconnaissance mutuelle. De même, dans le système judiciaire américain, la protection des témoins vulnérables et la reconnaissance de leur rôle dans la lutte contre la crime organisé ou la corruption sont des éléments clés pour maintenir la légitimité des institutions et la confiance du public. Les intérêts politiques liés à l'honneur et au respect des témoins légitimes se manifestent aussi dans la manière dont chacun des deux pays gère la communication publique et la perception de ces témoins.
La manière dont les témoins sont présentés dans les médias, dans les discours officiels ou lors de négociations diplomatiques influence la perception publique et la crédibilité des processus. Le Canada privilégie souvent une approche prudente et respectueuse, visant à valoriser la parole des témoins tout en évitant la politisation excessive de leur rôle. Les États-Unis, de leur côté, peuvent parfois utiliser la voix des témoins comme un outil de lobbying ou de persuasion dans la sphère internationale, en insistant sur leur importance pour justifier des actions ou des positions. En somme, les intérêts politiques qui entourent l'honneur et la reconnaissance des témoins légitimes au Canada et aux États-Unis sont profondément ancrés dans leurs valeurs fondamentales, leurs stratégies diplomatiques et leurs enjeux internes. Ces pays reconnaissent tous deux l'importance cruciale des témoins pour assurer la légitimité des processus démocratiques, judiciaires et diplomatiques. Cependant, leurs approches diffèrent, reflétant leurs traditions juridiques, leur culture politique et leurs priorités stratégiques. Le respect de ces témoins, dans toutes leurs formes, demeure un enjeu central pour la légitimité et la crédibilité de leurs actions à l'échelle nationale et internationale, illustrant ainsi la façon dont le politique peut concilier justice, reconnaissance et responsabilité dans la gestion des témoignages et des voix qui façonnent leur société et leur rôle dans le monde. Aux États-Unis, la protection des témoins vulnérables est une priorité nationale, notamment dans les affaires de crimes organisés ou de corruption. Les programmes de protection des témoins offrent un refuge à ceux qui risquent leur vie en révélant des vérités dérangeantes. Ces témoins jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la criminalité et la justice, mais leur sécurité reste fragile. Les autorités américaines investissent massivement pour garantir leur anonymat et leur sécurité, tout en leur permettant de témoigner sans crainte de représailles. Ce système, souvent considéré comme un pilier de la justice, reflète l'engagement des États-Unis à respecter et à défendre la voix des témoins légitimes, même dans les affaires les plus sensibles. Ce rapport explore la vie de ces témoins protégés et l'impact de leur courage sur le respect de l'état de droit. Chaîne de télévision française 3, actualité du jour. Walmart a annoncé son intention d'augmenter les prix de certains produits en raison de l'impact des droits de douane imposés par l'administration Trump sur les importations en provenance de pays comme la Chine, le Mexique et le Vietnam. L'entreprise a évoqué la hausse des coûts de produits tels que les bananes et les sièges auto, impactés par ces droits. Le directeur financier de Walmart, John David Rainey, a reconnu que l'absorption de ces coûts était intenable, notamment compte tenu des faibles marges de détail de l'entreprise. Malgré une réduction temporaire des droits de douane sur les importations chinoises de 145% à 30%, Walmart maintient que les prix sont susceptibles d'augmenter. Cette annonce a entraîné une brève baisse de 4% du cours de l'action Walmart, qui s'est toutefois redressée en fin de séance. En réponse, l'ancien président Donald Trump a critiqué Walmart sur les réseaux sociaux, exhortant l'entreprise à absorber les droits de douane au lieu d'en répercuter les coûts sur les consommateurs. M. Trump a cité les bénéfices importants de Walmart comme une raison pour laquelle l'entreprise devrait absorber la hausse des coûts. Cependant, Walmart a souligné les défis posés par les droits de douane et a réitéré son engagement à maintenir des prix bas malgré des marges serrées. Cette situation met en évidence les implications économiques plus larges des politiques commerciales, les grands distributeurs comme Walmart étant confrontés à des décisions difficiles sur la manière de gérer la hausse des coûts sans aliéner les clients. Merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé de la 3e chaîne de télévision française. Ici Albert Rochefort, je vous dis au revoir, et le prochain journal sera à la même heure avec Émilie Granger, alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir.